Suite à l'élimination d'Ali Khamenei, une ombre d'inquiétude plane désormais sur le Kremlin vazonianais. Le président russe Vladimir Poutine va le dirigeant chinois Xi Jinping commence à s'interroger. Qui sera le prochain sur la liste? Sera-ce Vladimir Poutine ou bien Xi Jinping? Car si nous relions les points entre eux, un schéma d'une clarté implacable commence à se dessiner. D'abord, il y a eu Bachar al-Assad. Déchu, il a été contraint de fuir pour trouver refuge à Moscou. Ensuite, Nicolás Maduro, capturé alors qu'il était encore au pouvoir, puis transféré par les États-Unis d'Amérique à New York pour y être jugé. Et enfin, Ali Khamenei, dont le destin s'est scellé par une élimination radicale. Dans ce contexte, Vladimir Poutine en vient à penser que la prochaine cible pourrait être Xi Jinping. Pendant ce temps, Xi Jinping redoute que la prochaine victime ne soit le maître du Kremlin. Analysons ensemble cet engrenage et voyons qui pourrait être le prochain à tomber. Chronique d'une chute annoncée. Reprenons la liste de ces dirigeants autoritaires tombés depuis le début du XXIe siècle. Le premier fut Saddam Hussein. Il a été exécuté le 30 décembre 2006. Le deuxième, Muammar Kadhafi, tué le 20 octobre 2011. La troisième figure de cette liste est Viktor Yanukovych, l'ancien président ukrainien. Il a dû s'enfuir vers la Russie le 22 février 2014, après avoir été renversé. L'histoire s'accélère ensuite pour KG Min de Vladimir Poutine va Xi Jinping. Bachar al-Assad est le quatrième dirigeant autocratique forcé à l'exil en Russie, le 8 décembre 2024. Vient ensuite Nicolás Maduro, capturé le 3 janvier 2026. Et pour clore cette série, le sixième personnage, Ali Khamenei, éliminé le 28 février 2026. Dès lors, la question demeure, qui, de Vladimir Poutine ou de Xi Jinping, sera le suivant? L'avertissement d'Alexandre Douguin. Un point de vue interpelle tout particulièrement, celui d'Alexandre Douguin, souvent considéré comme le cerveau idéologique de Poutine. Selon lui, la prochaine victime pourrait bien être Vladimir Poutine lui-même. Sur ses réseaux sociaux, Douguin écrit, je cite, « Si de véritables réformes patriotiques ne débutent pas en Russie dès maintenant, la situation deviendra extrêmement imprévisible. Nos alliés sont éliminés les uns après les autres. » Il pose ensuite cette question cruciale. Quel sens y a-t-il encore à négocier via un tel ennemi? Négocier avec les États-Unis d'Amérique est inutile. Il négocie d'une main tout en frappant l'Iran de l'autre. Enfin, Alexandre Douguin l'affirme sans détour. Je pense que la stratégie consistant à projeter l'image que tout va bien en Russie, que la vie paisible suit son cours normal, et totalement épuisée va s'effondrer. En d'autres termes, selon lui, la machine de propagande du Kremlin a échoué. Il lance ce cri d'alarme. Nous pourrions être les prochains. La Russie pourrait être la prochaine nation. Et Poutine pourrait être la prochaine victime. Le crépuscule des gardiens de la Révolution. À l'échelle mondiale, tout dépend désormais de la capacité de résistance du corps des gardiens de la Révolution islamique. Si l'Iran tient bon, la situation peut encore basculer. Mais si l'Iran s'effondre, la Russie deviendra la cible prioritaire. Pour Moscou, le dernier espoir réside dans la résilience de cette force d'élite, prête à affronter les États-Unis d'Amérique jusqu'au bout. Pourtant, sur le terrain, les signes d'un effondrement du moral sont palpables. Des rapports indiquent que certains soldats ont rasé leur barbe emblématique pour se fondre dans la population civile va tenter de fuir. Pendant ce temps, des sources locales rapportent que le peuple iranien est descendu dans les rues pour célébrer l'événement. Selon les révélations de Donald Trump d'autres sources indépendantes, une vague de désertion massive a débuté le 1er mars au sein des forces de protection du régime. Donald Trump avance le chiffre de plusieurs milliers d'hommes. D'autres sources, dont le prince héritier Reza Pahlavi, estiment que ce nombre pourrait atteindre 50 000 déserteurs. La cohésion de l'armée se désintègre. Les services de renseignement indiquent qu'un grand nombre de soldats du corps des gardiens de la Révolution ont rasé leur barbe pour échapper à toute identification aux purges. Beaucoup chercheraient à s'enfuir vers l'Afghanistan. Réaction à Moscou à Pékin. Dans un instant, nous reviendrons sur les réactions précises du Kremlin de la Chine après la mort d'Ali Khamenei. Comment vont-ils réagir face à l'inévitable? Nous le savons, Vladimir Poutine a déjà adressé ses condoléances au président iranien Masoud Pezeshkian, déclarant que le peuple russe porterait le deuil garderait le souvenir d'Ali Khamenei NHMT VLAN TVIC à Iran.
Quant à la Chine, les médias d'État ont témoigné d'une tristesse profonde va d'une affection particulière envers le défunt dirigeant. Les médias d'État chinois ont immédiatement multiplié les hommages vibrants, érigeant Ali Khamenei en « symbole d'une époque ». Ils décrivent un homme ayant voué son existence entière à la révolution va au combat, saluant en lui un leader politique inébranlable, n'ayant jamais fléchi face aux États-Unis d'Amérique. Pourtant, ces mêmes organes de presse observent un silence assourdissant sur la répression brutale exercée par le régime de la République islamique contre son propre peuple. Ils passent sous silence les rapports terrifiants faisant état du massacre de plus de 30 000 Iraniens lors des répressions sanglantes contre les manifestants au début de l'année 2026. Comme le soulignent de nombreux analystes avec amertume, qui se ressemblent s'assemblent. Le silence des Nations Unies. Mais la Russie et la Chine ne sont pas les seuls à manifester une telle empathie. L'Organisation des Nations Unies a elle aussi exprimé sa compassion d'une manière singulière. Dès le déclenchement des hostilités le 28 février, le secrétaire général Antonio Guterres a promptement pris la parole. D'un côté, il a fustigé l'offensive lancée par les États-Unis d'Amérique vers Israël, la qualifiant de violation flagrante du droit international. Mais de l'autre, tout comme Moscou va Pékin, il est resté muet face aux accusations de massacre de dizaines de milliers de manifestants par les autorités iraniennes. Cette posture a déclenché une vague d'indignation sous les communiqués officiels de M. Guterres. On peut y lire des commentaires cinglants, tels que « Si vous ne vous souciez pas des 40 000 Iraniens assassinés par le régime, ne prétendez pas vous soucier du peuple iranien aujourd'hui. » Un autre internaute ajoute avec plus de virulence. « Votre compassion semble ne s'éveiller que lorsque l'Iran est une victime, jamais lorsqu'il est le bourreau. Cessez de parler de l'Iran si vous n'êtes pas réellement aux côtés des Iraniens. » Au sommet de l'appareil d'État, la coordination entre la Russie et la Chine est totale. Le ministre des Affaires étrangères chinois, Wang Yi, s'est entretenu par téléphone avec son homologue russe, Sergueï Lavrov. Selon les canaux officiels chinois, Wang Yi a déclaré lors de cet échange. Le fait que les États-Unis d'Amérique et Israël lancent une offensive contre l'Iran alors que des négociations étaient encore en cours est inadmissible. Il a martelé qu'éliminer de sang-froid le dirigeant d'un État souverain tout en instigant le renversement d'un régime constitue un acte totalement inacceptable. Pour la Russie pour la Chine, ces actions piétinent le droit international et les principes fondamentaux des relations entre les nations. Les deux puissances avertissent que le feu de la guerre s'étend désormais à l'ensemble du Golfe Persique, précipitant le Moyen-Orient vers un abîme dangereux. Cependant, face à cette rhétorique, les observateurs s'interrogent. Voilà vos alliés les plus proches, vos partenaires stratégiques, éliminés les uns après les autres. Et votre seule réponse est d'exprimer une profonde préoccupation. Sur les réseaux sociaux, l'ironie a pris le dessus. Une image satirique devenue virale montre Ali Khamenei tentant désespérément d'appeler le président Xi Jinping, tandis que ce dernier feint de dormir pour ne pas décrocher. Par ailleurs, l'efficacité de l'arsenal livré par la Russie à la Chine à Téhéran fait aujourd'hui l'objet de vives railleries. La Russie était censée avoir fourni des systèmes de défense antiaérienne performants via des missiles solaires portables. La Chine, quant à elle, avait livré des missiles anti-navires. C'est grâce à ce soutien militaire qu'une partie de l'opinion publique chinoise affirmait avec assurance, il y a peu, les États-Unis d'Amérique n'oseront jamais attaquer l'Iran. Selon cette logique, Pékin avait tracé une « ligne rouge » devant Washington, attaquer l'Iran revenait à traiter la Chine en ennemi. Dans l'architecture stratégique de Pékin, l'Iran est un maillon essentiel du réseau géopolitique lié à l'initiative La Ceinture et la Route. Si l'Iran s'effondre, c'est toute la structure d'influence chinoise au Moyen-Orient qui menace de s'écrouler. L'illusion de la protection technologique. Bien entendu, il serait inexact d'affirmer que la Chine et la Russie ont totalement abandonné l'Iran à son sort. Pékin a fourni des systèmes de défense antiaérienne, des radars, des missiles anti-navires, ainsi que des drones kamikazes. Toute cette technologie a été intégrée au maillage défensif de Téhéran. On ne peut donc pas dire que ces équipements soient totalement inopérants. Cependant, une réalité s'impose, ils n'ont pas produit l'effet escompté. Souvenez-vous de la traque de Nicolás Maduro. À l'époque, Maduro se targuait de posséder un arsenal chinois de pointe. Il affichait même son utilisation d'un téléphone Huawei, prétendant que les États-Unis d'Amérique étaient incapables de le localiser. On vantait alors des systèmes militaires chinois capables, disait-on, de détecter les avions furtifs les plus sophistiqués, le F-35. Mais quel fut le verdict de l'histoire? Maduro a été capturé,
avec une rapidité déconcertante. À cet instant, Donald Trump avait ironisé sur le fait que les technologies russes chinoises n'avaient pas tenu leurs promesses publicitaires. Donald Trump avait déclaré, je cite, « Ce fut une opération incroyable. Malgré sa petite échelle, la précision était phénoménale. Personne ne pensait qu'une telle prouesse était possible. » Il avait ajouté que les forces de Maduro avaient tenté d'utiliser des dispositifs de brouillage, mais qu'elles n'avaient finalement pas pu tirer un seul coup de feu. Selon les mots de Donald Trump, le matériel russe n'a pas fonctionné. Le matériel chinois non plus. Leurs experts tentent aujourd'hui de comprendre pourquoi. Vous en connaîtrez la raison un jour. Mais la réalité est là, rien n'a fonctionné. Sa conclusion fut sans appel. Il est proprement stupéfiant de pouvoir entrer sortir d'un espace aérien sans essuyer le moindre tir. En d'autres termes, l'armée américaine a opéré dans un environnement dépourvu de toute résistance réelle. La stratégie de la pieuvre, couper les tentacules. Mesdames, messieurs, nous venons de retracer la chute des dirigeants qui ont perdu le pouvoir depuis 2006, de Saddam Hussein à Muammar Kadhafi, jusqu'à Assad, Maduro désormais Khamenei. Mais si nous nous concentrons sur cette seule année 2026, que constatons-nous? Le Venezuela sombre dans une crise sans précédent. Le Panama tourne le dos à la Chine. L'Iran est devenu l'épicentre d'une offensive dévastatrice. Pour de nombreux observateurs, la Russie pourrait être la prochaine cible, suivie, in fine, par la Chine. Dans cette perspective, l'objectif à long terme de Donald Trump de la stratégie américaine est d'affaiblir méthodiquement les piliers géopolitiques liés à Pékin. En clair, Washington s'emploie à couper un à un les tentacules de la pieuvre que représente l'influence chinoise. Regardez le Venezuela. Aujourd'hui, la capacité de Caracas à exporter son pétrole vers la Chine dépend presque exclusivement des sanctions du bon vouloir des États-Unis d'Amérique. Regardez le Panama, la Chine a été évincée de nombreux projets stratégiques liés au canal. Et maintenant, l'Iran. Si Téhéran continue de s'effondrer, la Russie deviendra la cible prioritaire. Et sur le long terme, c'est bien la Chine qui demeure l'objectif stratégique ultime. L'équilibre fragile, entre pression dépendance. Mais que fait réellement l'Amérique? Selon plusieurs analyses, Washington déploie une stratégie sur deux fronts parallèles. D'un côté, les États-Unis d'Amérique maintiennent une stabilité de façade avec la Chine pour éviter une confrontation frontale immédiate. Washington reste dépendant de certaines importations cruciales, comme les terres rares. Le département d'État ne souhaite donc pas un conflit total dans l'immédiat. Il privilégie les pressions économiques douanières. Dans ce cadre, Washington multiplie les exigences envers Pékin. La revente de l'application TikTok. Le contrôle strict du fentanyl. L'augmentation des importations de produits agricoles américains. Et d'autres concessions commerciales majeures. De son côté, la Chine cherche également à éviter un choc direct. Les deux puissances s'observent dans un jeu de retenue réciproque. Mais parallèlement, les États-Unis d'Amérique érodent systématiquement les partenariats stratégiques mondiaux de Pékin. Résultat, alors que l'influence chinoise tente de s'étendre, ses points d'ancrage s'affaiblissent ou disparaissent. Pendant ce temps, au niveau intérieur, Xi Jinping mène de vastes purges anticorruption une restructuration profonde de l'armée, entraînant le remplacement de nombreux hauts fonctionnaires généraux. Pour beaucoup de spécialistes, cela témoigne d'une mutation brutale de la structure du pouvoir au sein du système chinois. Conclusion, qui sera le prochain sur l'échiquier? Mesdames, messieurs, comme je l'ai souvent souligné, l'objectif stratégique à long terme de Washington est l'endiguement l'encerclement de la Chine. Pourtant, une question fondamentale subsiste. La Russie sera-t-elle la prochaine cible, ou l'Amérique pivotera-t-elle directement vers la Chine? En réalité, les États-Unis d'Amérique ne souhaitent pas non plus une confrontation militaire directe avec Moscou. Certains pensent même que Washington pourrait utiliser ses relations via la Russie pour faire contrepoids à la Chine, plutôt que d'ouvrir un nouveau front. Et selon vous, quelle sera la prochaine cible de Donald Trump? La Russie ou la Chine?